Cette communication renvoie à deux constats amplement étudiés par la critique de l'œuvre de Jean Echenoz. Auteur français, né en 1947, l'a précisé aussi. D'abord, on constate que cette œuvre est marquée par la disparition. Disparition des personnages dans plusieurs romans, disparition de certains lieux, mais aussi plus largement de la présence humaine dans les lieux qui deviennent alors inhabités. Disparition, formellement parlant, de certaines variables du récit, comme sa motivation romanesque, sa logique minimale. L'auteur lui-même, d'ailleurs, reconnaît la récurrence de ce thème lors d'un entretien. Donc il dit simplement « La question centrale de mes livres, au fond, c'est la disparition ». Parmi ces disparitions, je m'intéresserai plus particulièrement à celle du sujet, en tant qu'il s'absente à lui-même dans une sorte de suspension qui le tient à l'écart du monde, mais surtout de lui-même, et qui caractérise plusieurs des personnages echenoziens, dont l'héroïne des Grandes Blondes. Deuxièmement, on observe que ces romans accordent une grande importance aux détails matériels, à la description des objets et des lieux où prend place le récit. Qualifiée d'hyper-réaliste par Catherine Douzou, l'œuvre d'Echenoz porte une attention minutieuse aux réalités matérielles du monde contemporain, fabriquées par l'homme, et qui, dans la représentation, deviennent autant de traces d'une humanité qu'elle évacue. En effet, l'absence du sujet à travers des personnages dont l'intériorité est inaccessible au lecteur, contrairement à Turcotte, laisse pour tout élément à décrire au narrateur le monde duquel le sujet s'absente, finalement. On peut dire en cela que la disparition, contrairement à ce qu'on peut imaginer, n'est pas dématérialisante, comme c'est le cas, par exemple, je pensais à ça en écrivant la communication, le nuage, le cloud, qui ne va pas sans ses centres de données. Donc on a cette impression de virtuel, immatériel, tout ça, mais en réalité, ça s'appuie toujours sur quelque chose de très concret. Donc, chez Echenoz, même chose, la disparition n'est pas dématérialisante et elle va de pair avec l'omniprésence du décor dans ses romans, qui traduit, me semble-t-il, une manière propre à notre époque d'habiter le monde. Dans Les Grandes Blondes, cette présence insistante du monde produit un effet particulier sur le corps de l'héroïne, Gloire Abgral. Publié en 1995, Les Grandes Blondes est le 7e roman de Jean Echenoz, lauréat du prix Goncourt en 1999 pour Je m'en vais. Ce récit porte sur un producteur de télévision, Paul Salvador, qui souhaite créer, annonce la 4e de couverture, une série sur les grandes filles blondes au cinéma, mais aussi dans la vie. Et de retrouver, pour l'y faire figurer, Gloire Abgral, une étoile montante dont la courte carrière a pris fin avec la chute suspecte de son agent du 4e étage d'une cage d'ascenseur. Gloire ne souhaitant pas particulièrement être retrouvée, le roman est principalement consacré à sa poursuite par les envoyés successifs de Salvador. Ce personnage constitue ainsi un modèle de disparition, autant littérale, elle a disparu de la vie publique et même de la vie privée, puisqu'elle a quitté Paris et fui son apparence de grande blonde, que psychique, elle s'absente d'elle-même de diverses manières, somnifères, jeux de rôle, lecture, etc., on verra. En renvoyant à cet état d'absence à soi plus ou moins prononcé, qui a été décrit notamment en études littéraires par Dominique Rabaté, en anthropologie par David Le Breton, étudiant cette manière de prendre congé de soi sous une forme ou une autre pour contrer la difficulté ou la souffrance d'être soi, dans son aspect surtout social pour le Breton, que je n'aborderai pas aujourd'hui, mais qui est aussi présent pour Gloire. Donc, cachée en Bretagne sous une fausse identité depuis quelques années, Gloire se dissimule derrière un maquillage violent, une teinture terne et des vêtements informes, dans un plaisir évident de ne plus correspondre au canon de beauté qu'elle est censée incarner. En réalité, la maison qu'elle loue est devenue son miroir et elle-même le reflet de ses pièces et de leur contenu. Et je cite: « Quand on lui a remis les clés de cette maison, Gloire n'y a rien changé, préférant ne plus manifester aucun de ses goûts qu'elle abdiquait. C'est au contraire elle-même, sa propre personne, qu'elle a tâché d'y conformer, se laissant imprégner, remodeler par ce petit logement mal éclairé, médiocrement chauffé, sous perfusion d'un bourg de 95 âmes, coincé entre un bras de mer et des hectares céréaliers. Face à la nappe, à la photo du maréchal de Lattre,
Au lieu de remplacer l'une et de retourner l'autre contre le mur, ce sont cette nappe et cette photo qu'elle a laissé retourner et changer en elle ce qu'elle voulait. Plutôt que de repeindre la cuisine, Gloire a prié la cuisine de choisir la couleur de son blush crème et de son eyeliner, dicter le choix de ses vêtements, de ses paroles et de ses intonations, définir l'angle de sa voussure. Dans ce passage, on sent évidemment l'influence directe du lieu sur le corps du personnage, affecté dans ses vêtements, sa posture, son maquillage, comme s'il cherchait à se fondre au décor à la manière d'un caméléon, comme si cela lui permettait de quitter son ancienne vie et de s'oublier lui-même. Il s'installe alors un rapport d'harmonie, de résonance en tout cas entre corps et espace, bien que le rapport soit critiqué par l'ironie de la narration. Après avoir été repéré par les hommes envoyés par Paul Salvador, Gloire décide de partir en voyage sous une nouvelle identité, mais en retrouvant d'abord son aspect d'avant. À Paris, elle change sa garde-robe, son maquillage et sa coiffure. Or, sa transformation ne tranche pas davantage avec son nouvel environnement, au contraire, elle semble renouer avec une image qui correspond alors à la ville dans laquelle elle se trouve. Celle-ci, comme précédemment la cuisine, se transforme en miroir de son existence et correspond à sa nouvelle tête lorsqu'elle sort de chez son coiffeur. Je cite. « La lumière est soyeuse et blonde, et Gloire aussi. Elle est revenue à l'état de grande blonde, elle se tient droite, elle n'a presque plus l'air folle, les hommes se remettent à se retourner sur son passage. » Le personnage se fond ici de manière métonymique dans la lumière parisienne, véritable sujet de la première phrase, auquel vient ensuite s'ajouter Gloire. Si dans ces deux exemples, le corps du personnage devient partie prenante des lieux, cela n'empêche, comme je le disais, qu'il s'absente à lui-même et au monde, tel un automate ambulatoire, pour reprendre les termes de Christine Jérusalem dans son ouvrage Géographie du vide, qui est consacré à l'œuvre des Schnoz. Dans ce contexte, le décor prend toute son importance, trace ou reste d'un univers vidé, conservant l'empreinte des humains qui veulent le quitter, où les objets et parfois les animaux prédominent. C'est le cas, pour ne donner qu'un seul exemple, mais il y en a beaucoup, du jardin de Gloire en Bretagne avant qu'elle le quitte. Je cite. « Derrière la maison, le fond de la petite cour blanche était bouché par une remise où stationnait une Renault 5 borne enseignement blanche et moisissait quelques pneus déjantés, 2 chaises dépareillées, un lampadaire énucléé. Un lave-linge de la première génération, une dernière lessiveuse avant disparition de l'espèce, encadrait un clapier dans lequel un lapin, frémissant et charnu, braquait son œil vers le court terme. » Or, il me semble qu'on peut se demander si, en plus d'être la trace, les restes d'une humanité absente, voire déchue, comme l'ont montré par exemple Bruno Blankmann et Christine Jérusalem, le décor n'est pas aussi un ancrage possible pour le corps d'un sujet qui s'évade, renvoyant au registre de la suspension, abordé notamment par Isabelle Danguy dans son article « Suspension, détachement, apesanteur » dans les romans de Jean Eschloss. Au-delà d'un rapport fusionnel entre le corps de Gloire et son environnement, on pourrait y voir une forme d'accrochage, d'arrimage, qui permet d'assurer la continuité du personnage et du récit, mais aussi de présenter une forme d'habité spécifique au sujet contemporain. Cet accrochage est particulièrement tangible dans le motif de la chute, réelle, envisagée ou figurée, motif majeur dans Les Grandes Blondes et décliné sous plusieurs formes, dont 2 principales. Les chutes réelles et mortelles de 4 hommes poussés par Gloire depuis un lieu en hauteur, et la peur du vide de Salvador qui souffre d'acrophobie. La présence de ce motif emprunte à travers plusieurs éléments intertextuels au film Vertigo de Hitchcock, mettant en scène un détective, vous savez probablement, souffrant d'acrophobie et de la double chute mortelle d'une femme du haut d'un clocher. Donc si on peut considérer la chute comme métaphore de la condition humaine ou, plus près de nous, de celle de la croyance dans les grands récits de la modernité, on peut aussi, comme l'a proposé Damien dans sa thèse, voir sa représentation comme une tentative de redonner du poids à un corps autrement volatile dans ses images et dans les souhaits dont il fait l'objet chez certains adeptes du post-humanisme. La chute, qu'elle se produise ou non, rappelle le lien, la contrainte qui ancre le corps à l'espace, dans le contact entre la chair et le sol. Elle prévient ainsi une fuite totale
et peut-être ultimement la mort. En effet, la disparition annoncée par l'auteur et souhaitée par les personnages ne peut s'accomplir autrement que par la mort. Et à ce sujet, les romans d'Echnoz ont ceci de particulièrement intéressant, je trouve. Plutôt que de présenter uniquement des scènes mémorables d'un récit, selon une économie narrative habituelle, et de seulement suggérer ou évoquer les moments de fuite en laissant à l'imagination du lecteur le soin de les combler, il montre que les personnages, en dehors de leurs moments phares, continuent de vivre et s'ennuient. Bien qu'ils souhaitent partir et partent, comme c'est le cas pour Gloire, ils ne peuvent jamais partir d'eux-mêmes, et même s'ils quittent leur vie, ils continuent souvent de s'ennuyer. Le départ de Gloire pour l'Australie est exemplaire en ce sens. La veille de celui-ci, le personnage s'endort au 10e chapitre, je cite, « se représentant au bout de ce bas monde une retraite introuvable, inviolable, hors d'atteinte. Une poche de marsupial au fond de quoi se blottir, et puis hop hop, toujours plus loin vers l'horizon meilleur, pour oublier jusqu'à son nom tous ses noms. » Le chapitre se termine ainsi, tandis que le suivant débute en mettant fin abruptement à cette rêverie d'un hors-lieu. Je cite encore, « Il n'en sera rien, Gloire ne verra là-bas nul kangourou, ni koala, ni rien. Juste un soir, dans un caniveau d'Exhibition Street, elle apercevrait une dépouille d'opossum gissant entre le pare-choc avant d'une Holden Commodore et le pare-choc arrière d'une Holden Apollo. Le refuge espéré d'une vie autre est doublement mort, tandis que, quelques jours après son arrivée, Gloire semble déjà s'ennuyer, bien que ce soit Béliard, qui est son homoncule ange gardien, qui l'exprime ainsi. Je cite, « Pourtant, moins d'une semaine après leur arrivée, il parut que Béliard commençait de s'impatienter. Un après-midi, lorsqu'il ouvrit la bouche, ce fut pour arguer qu'il en avait un peu marre de ce putain de soleil et proposer qu'on aille faire un petit tour dehors, qu'on laisse tomber cette putain de terrasse. » Au cours de leurs déplacements successifs, ce phénomène se répétera, l'ennui parfois déjoué par la télévision, les livres ou doublé par l'insomnie. Ainsi, l'impossible fuite du personnage au monde et à lui-même ne s'accomplit jamais complètement, et celui-ci est retenu dans son corps même, au lieu dans lequel il se trouve à chaque fois. C'est ce dont témoignent notamment des passages comme celui-ci, décrivant les habitudes de Gloire à arriver dans une nouvelle ville du sud de l'Inde. Et je cite, « Les soirs, Gloire dînait encore seule au restaurant, un livre sur sa table et ne mangeant que d'un œil, puis elle se couchait tôt devant la télévision, suivait un film tamoul pas trop dur à comprendre, ou, coupant le son, saisissait un des livres empruntés à la bibliothèque, généralement des ouvrages encyclopédiques, récits de voyage, manuels d'histoire naturelle, études de mœurs ou traités plus spéciaux publiés chez Thacker Spink & Co., Calcutta, tels Animaux sans importance ou Chiens pour climat chaud. Tout cela, Gloire le lisait méthodiquement, sans sauter ni retenir la moindre ligne, puis en principe, elle s'endormait. Cette forme de lecture boulimique, mais amnésique d'ouvrages exhaustivement descriptifs, peut suggérer un intérêt méticuleux envers les éléments qui composent notre monde, en soulignant la matérialité de celui-ci, mais aussi insister sur une pratique dénuée de sens, on mentionne d'ailleurs ironiquement des animaux sans importance, entièrement concentrée dans un geste à la fois concret et mécanique, occupant les yeux mais non l'esprit. Cet attachement au lieu par le geste du corps paraît certes ennuyant, mais il donne une certaine consistance à un personnage fuyant en lui faisant occuper ou pratiquer l'espace. Tandis que l'ange gardien Béliard, lui, quoiqu'il emprunte des habitudes humaines, en chaussant par exemple des lunettes noires sous le soleil australien, ne possède pas une réelle corporéité et la permanence qu'elle confère. Dans tous les cas, la matérialité exhibée par Echnoz ne peut être réduite à une critique ni une éloge apparente de la société de consommation et de sa superficialité. Elle participe aussi à ancrer ces corps angéliques de la postmodernité décrits par Gérard Pommier. Aussi flottants peuvent-ils apparaître parfois, ceux-ci sont suspendus et donc accrochés au décor. Si cette manière d'investir les lieux a été critiquée par certains détracteurs de la postmodernité et d'une nouvelle économie psychique du sujet,
Il me semble qu'elle annonce plutôt une forme d'habité contemporaine. Contrairement à ce que l'on peut penser au premier abord, c'est à rebours de l'idéal moderne du progrès et de sa science, réduisant d'abord le corps à ses fonctions organiques, que s'inscrit cette occupation des sols. Dépêtrée de cet idéal, véritable cause d'un imaginaire de la dématérialisation, de l'abandon d'un corps bientôt superflu dans une quête productiviste, le corps contemporain chute, certes, du lieu élevé où l'a mené sa course, mais pour mieux revenir à un ici et maintenant, pour mieux s'ancrer dans une nouvelle matérialité bien distincte de celle pensée par Descartes. Les Grandes Blondes ne fait pas l'apologie de la chute qui, lorsqu'elle réussit, entraîne la mort, comme celle spectaculaire de Jean-Claude Cassner, qui poussait par gloire depuis une falaise bretonne, et je cite brièvement « Cette fois son corps se disloquerait vraiment sur les rochers. De l'homme nommé Cassner, il ne resterait plus qu'à sembler que ses vêtements changés en sacs d'os brisés. » De même, l'acrophobie de Salvador témoigne du malaise suscité par le vide, même lorsqu'il est imaginé, comme c'est le cas lorsque le personnage passe à côté d'une colonne parisienne, je cite. Il est venu au bureau à pied depuis la Nation. Passant au pied d'une des colonnes qui ornent cette place, l'idée de se retrouver 30 mètres 50 au-dessus du sol à la place de Philippe Auguste a brutalement fait ressurgir son vertige. Le vide et les eaux brisées rappellent ainsi le risque encouru par la position surplombante de l'homme moderne et le lien qu'il doit nécessairement renouer avec le monde et ses lieux. Par ailleurs, la scène finale du roman, qui réunit Gloire et Salvador dans une cabine suspendue au-dessus des Pyrénées, dans une forme très aérienne du bonheur, souligne néanmoins la corporéité essentielle à celui-ci. Après le tournage et la diffusion de l'émission, les personnages se retrouvent ensemble dans une station climatique et, au gré d'une malade, empruntent un téléphérique, malgré la peur maladive du vide dont souffre Salvador. Bien qu'il se soit laissé convaincre par Gloire d'y monter, celui-ci est alors, je cite, « mort de peur, sans pouvoir jeter le moindre regard au-dessous de lui. Il s'accroche de toutes ses forces à tout ce qui ressemble à une poignée. Mais voici que Gloire lui sourit, s'approche et pose 2 doigts sur son épaule en lui soufflant de ne pas s'inquiéter. Et puis l'instant d'après, lâchant toutes ses poignées, c'est la jeune femme qu'il serre entre ses bras. Lorsqu'il ouvre un œil, le personnage n'éprouve pas de vertige et Gloire, contrairement à ce que l'on pourrait s'attendre, ne fait aucun geste pour le pousser dans le vide. Au contraire, je cite encore, « Car entre ciel et terre, Salvador et Gloire s'embrassent encore, et recommencent, et n'ont pas l'air de souhaiter que ça s'arrête. À voir ainsi leur visage, leur corps, il semble que l'un et l'autre n'éprouvent pour l'instant nulle peine, nulle inquiétude particulière. Il n'a plus peur du vide, elle n'a plus peur de rien. » Ce dénouement contraste avec l'atmosphère du récit en montrant des protagonistes et leur corps épanouis dans un ici et maintenant, littéralement accrochés l'un à l'autre, qui dépasse le régime du corps entretenu tout au long du roman, fondé sur un geste mécanique, tout en donnant un sens à sa matérialité. Ce passage final est avantageusement éclairé par le texte de Michel Foucault sur le corps utopique. Le philosophe y rappelle que le cadavre possède une fonction semblable à celle du miroir, en ce qu'il nous enseigne également que le corps occupe un lieu. Pour Foucault, je cite, « C'est le miroir et c'est le cadavre qui font taire et apaisent et ferment sur une clôture cette grande rage utopique qui délabre et volatilise à chaque instant notre corps. » Or, il existe une troisième voie, aussi décrite par Foucault, pour sentir son corps et lui procurer ainsi une certaine consistance ontologique. L'amour, lui aussi, comme le miroir et comme la mort, apaise l'utopie du corps, explique-t-il. C'est pourquoi il est si proche parent de l'illusion du miroir et de la menace de la mort. Et si, malgré ces 2 figures périlleuses qui l'entourent, on aime tant faire l'amour, c'est parce que dans l'amour, le corps est ici. Ainsi, l'amour, dans l'étreinte et le choc de la chair, ancre le corps dans le lieu qu'il occupe, dans une forme exemplaire de l'habiter, en ce sens qu'elle ne suscite alors aucune interrogation, aucun doute, comme le souligne la narration. La phrase finale du roman semble même suggérer que l'amour est un remède possible au grand mal contemporain. Salvador n'a plus peur du vide, celui qui se trouve sous la cabine du téléphérique, mais qui pointe au-delà, vers l'ère du vide, pour reprendre les termes de Gilles Lipovetsky, qui caractériserait l'époque postmoderne.
Gloire, quant à elle, n'a plus peur de rien. La panique et la violence qui la caractérisent tout au long du roman se dissipent dans les bras de Salvador. Et je vous remercie de votre attention.